L'élégant Monsieur Manet. Séduisant, élégant, subtil, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Édouard Manet, un homme du monde qui aimait la vie, les cigares et les jolies femmes. Parisien dans l'âme, les rives gauches, Manet ne s'est guère éloigné de cette ville qui lui procurait tout le plaisir, sauf pour un voyage qu'il a mené adolescent jusqu'au Brésil. Attiré par la peinture dès son plus jeune âge, c'est au Louvre qu'il copie ses maîtres d'adoption. Intransigeant dans son art, il ne cédera pas d'un pouce aux modes de l'époque et affrontera sans trop d'amertume ses insuccès. Ardent défenseur de ses amis impressionnistes, il reste néanmoins à l'écart du groupe et poursuit ses recherches en franc-tireur. La maladie le surprendra dans la force de l'âge, privant trop rapidement le monde d'un artiste en pleine possession de ses moyens. Le 23 janvier 1832, Édouard Manet voit le jour dans un élégant hôtel particulier de la rive gauche. Ses parents sont des bourgeois cultivés, assez austères, et M. Manet père est chef du personnel au ministère de la Justice. Durant ses études, médiocres, d'abord dans une institution de Vaugirard, puis au collège Rollin, aujourd'hui lycée Jacques Decour, le jeune Édouard montre déjà un tempérament très railleur, n'hésitant pas à se moquer de ses professeurs en public. De ses études, il ne retiendra que les cours de gymnastique, où sa souplesse fait merveille, et de dessin, où il entraîne son ami Antonin Proust. Par chance, il trouve en son oncle, le capitaine Fournier, un allié de poids qui l'accompagne au Louvre faire des copies, car son père, inflexible, ne veut pas entendre parler de peinture. À l'âge de 16 ans, pour ne pas avoir à faire son droit, Manet choisit la marine. Le voici embarqué comme pilote sur le bateau-école Havre et Guadeloupe, à destination de Rio de Janeiro. En partant du Havre, nous avons assuré notre pavillon de 2 coups de canon et avons fait de bruyants adieux aux Havrais, réunis en foule sur la jetée pour nous voir partir. Le temps était magnifique. La mer était belle. Je n'ai pas été malade de toute la journée. J'en étais fier car je voyais tous mes camarades collés sur les bastingages, écrit-il à sa mère. De retour en France, en 1849, Manet obtient de son père d'entrer dans l'atelier de Thomas Couture, un peintre académique de l'époque. Pendant 7 ans, il va apprendre à peindre et à dessiner quand il n'est pas au Louvre en train d'exécuter des copies. Il se rend à plusieurs reprises en Hollande, mais c'est à Paris, à l'âge de 17 ans, qu'il rencontre une jeune Hollandaise, Suzanne Lenoff. Pendant plus de 10 ans, il cachera cette liaison à sa famille et surtout à son père, tout comme il lui cachera l'existence de Léon, né en 1852. Léon? Aujourd'hui encore, on s'interroge. Fils de Manet ou enfant naturel de Suzanne et déclaré comme tel, il appelait Manet parrain. Car même s'il a peint Léon à différentes reprises, Manet n'a jamais fait allusion à une quelconque paternité. Lorsqu'il quitte l'atelier de Thomas Couture en février 1856, Manet a 24 ans. Il s'installe dans son premier atelier rue Lavoisier avec le peintre animalier Albert de Balleroy. Pendant 3 ans, il continue à copier les maîtres. Avant d'aborder les salons, il me faut aller déposer ma carte chez les grands ancêtres. Au Louvre, il rencontre Fantin Latour et 2 gars qui deviendront ses amis et qui laisseront chacun des portraits de lui. Il fréquente aussi Baudelaire, de 11 ans son aîné, qui mène comme lui une vie de bohème dandy. Il allait presque chaque jour aux Tuileries, racontera plus tard Antonin Proust, de 2h à 4h, faisant des études en plein air sous les arbres, d'après les enfants qui jouaient et des groupes de nourrices qui s'affalaient sur des chaises. Baudelaire était son compagnon habituel. Les années à venir seront très dures pour Manet. Sa peinture fait scandale et ses tableaux sont sans cesse refusés au salon. Profondément blessé par les critiques et les injures qui ont accueilli 2 de ses œuvres phares, Le Déjeuner sur l'herbe en 1863, suivi 2 ans plus tard de l'Olympia, le peintre détruit plusieurs de ses études. Seules ses natures mortes échappent aux railleries. En 1865, le peintre part pour l'Espagne où ses premières visites le conduisent devant les Velázquez et les Goya qu'il considère comme ses maîtres.
Entre-temps, en 1863, il a épousé Suzanne en Hollande, un an après la mort de son père, qui lui a laissé un solide héritage. En 1870, alors que certains de ses amis ont quitté la France, il s'engage dans l'artillerie. Très attaché à son indépendance, Manet ne s'est jamais vraiment rallié au groupe impressionniste. Chef de file malgré lui, il est toujours resté en marge, même s'il soutient activement ses amis. Vous n'aimez pas encore cette peinture-là, peut-être, mais vous l'aimerez, écrit-il à un journaliste. Pourtant, il va délaisser quelque peu ses couleurs habituelles pour une peinture de plein air, plus claire, avec parfois des éblouissements de couleurs. À Argenteuil d'abord, en compagnie de Monet, de Renoir et de Caillebotte, puis à Venise, où l'air mange les bords, où tout se fond et se confond dans les splendeurs de la lumière. Et enfin, à Paris. Il traque la lumière et réalise des toiles toujours aussi mal comprises de ses contemporains. Lorsqu'à partir de 1880, Manet prend conscience de la gravité de son mal, il se prête au conseil de son médecin qui tente chaque été de lui faire suivre une cure à campagne. Le peintre est en effet atteint d'ataxie locomotrice qui paralyse les centres nerveux et affecte les mouvements. Toujours maître de lui, il ne laisse rien voir de ses souffrances, sauf quand elles deviennent insupportables. Manet use alors de drogues diverses et notamment de seigle ergoté. Pour se distraire, il envoie de délicieux billets à toutes ses amies, Mary, Isabelle, Madame Guimet, Irma, où il dessine selon l'inspiration du moment. Lorsque Manet s'éteint le 30 avril 1883, ses amis accourent en hâte, effondrés. Le 3 mai, ils sont tous là derrière le cercueil qui se dirige vers le cimetière de Passy. Monet, Degas, Berthe Morisot et Marie Cassatt, Pissarro, Cézanne, Renoir, Sisley, son ami d'enfance Antonin Proust, qui prononcera l'éloge funèbre. L'artiste vient de passer à la postérité, mais il ne saura jamais que la bataille est loin d'être gagnée, que pendant des années encore, on ne retiendra de lui que sa frivolité, ses airs insouciants et ses manières de grand bourgeois. Pourtant, rarement la peinture a été autant travaillée que dans ce tableau, qui, à chaque regard porté sur l'œuvre, fait découvrir de nouveaux indices. Il reste un homme à découvrir et un peintre à connaître.